Merci à vous. On est très heureux d'accueillir maintenant Christian Streff pour un dialogue que nous consacrons à la santé des patrons, des chefs d'entreprise. Alors la raison de ta présence ce matin, je la recontextualise très brièvement. Beaucoup la connaissent. Nous sommes en mai 2008. Tu es alors président de PSA. Tu as été auparavant CEO d'Airbus et après une première partie de carrière chez Saint-Gobain. Et puis être sorti major de promotion à l'école des mines de Paris. On est le 9 mai ou le 10 mai 2008. Tu t'écroules victime d'un AVC et s'en suivront de très particulières pérégrinations qu'on peut découvrir dans son livre. Je vous invite vraiment à le lire. J'étais un homme pressé, publié en 2014 aux éditions Cherche Midi. Et puis finalement, un an plus tard, alors que ta reconstruction s'avère très complexe, douloureuse bien sûr, tu es contraint de quitter la présidence de PSA. Aujourd'hui, tu es administrateur du Crédit Agricole. Tu as été vice-président du conseil d'administration de Safran jusqu'à l'an dernier. Tu es surtout, et c'est important parce qu'on l'évoquera, un investisseur qui accompagne de jeunes entrepreneurs. À l'automne 2018 est paru sur les écrans de cinéma une adaptation de son livre et de son histoire. Une adaptation, il faut le rappeler aussi, très libre quant au traitement de ta personnalité qui est incarné par Fabrice Lucchini. Mais au final, c'était un grand succès avec 750 000 entrées. Et puis un film qui a été traduit en 15 langues. Juste avant d'aborder le sujet, j'aimerais revenir un instant d'abord sur le premier débat avec Gilles Boeuf et Isabelle Delannoy. Il a été question, y compris dans l'assistance, grâce à la question d'une spectatrice, il a été question de savoir ce que l'on pouvait attendre raisonnablement de l'industrie de la finance dans l'énorme chantier, l'enjeu vital aujourd'hui de transformation de notre planète. Toi qui as été aux commandes de groupes industriels comme Airbus et PSA, qui figurent d'ailleurs parmi les plus grands pollueurs, les secteurs d'activité qui polluent le plus, crois-tu toi-même aujourd'hui que nous pouvons raisonnablement penser que demain l'industrie de la finance seront des complices plutôt que des ennemis? D'abord, je suis optimiste, je le reste. Je pense que l'essentiel de la solution viendra d'eux. Viendra de l'industrie de la finance, parce que pour vous permettre de continuer à vous balader comme vous le faites au travers du monde, tout en respectant les contraintes qu'on a de plus en plus pour la production de CO2, il va falloir beaucoup d'invention, beaucoup d'inventivité, beaucoup de solutions apportées et ces solutions ne viennent que des centres de recherche, et puis des jeunes qui font de l'industrie, de demain. Donc je reste fondamentalement optimiste et je réponds, oui, bien sûr, c'est que ça ne viendra que de là. Ça ne viendra pas de l'attitude qui consiste à dire non, je veux plus, parce qu'aucun d'entre nous n'est capable aujourd'hui de laisser tomber. Vous voulez rouler en voiture. Vous voulez aller en avion ou en train, comme je l'ai fait hier. Et tant que vous tous voudrez faire ça, il faut trouver les solutions dans ces conditions-là. C'est pas facile. Trouver les solutions, ça veut dire aussi réconcilier ce qui peut sembler inconciliable. Hier, à Toulouse, nous développions également une époque formidable. Il y avait notamment, nous avions notamment Pierre Rabhi avec nous. Pierre Rabhi, Christian Streff, a priori, ce sont quand même deux mondes aux antipodes l'un de l'autre. Est-ce que, finalement, l'enjeu de l'image que l'on retient de cet échange entre Pierre et toi, c'est aussi qu'il faut trouver la place, ce chemin, en fait, non pas commun, mais au moins ce chemin sur les bords duquel on peut se regarder et peut-être se tendre la main. C'est un petit peu ça l'idée. Alors tout d'abord, Pierre Rabhi, pour moi, d'abord, je te remercie de m'avoir permis de rencontrer et de discuter avec Pierre Rabhi, qui pour moi, depuis 1970, j'avais une quinzaine d'années. Bon, c'était un grand maître pour moi. C'était quelqu'un... Et j'ai lu tous ses bouquins. Voilà, c'est quelqu'un de fabuleux qui a contribué à faire de moi un écolo lorsque j'étais à l'école des mines, jusqu'au moment où j'en suis sorti
et où j'ai eu à me poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me bats contre ou bien est-ce que je me bats avec? Et j'ai pris une décision qui nous a peut-être éloignés avant de se retrouver. J'ai l'impression qu'on se retrouve petit à petit. C'est-à-dire que aujourd'hui, bon, l'industrie qui a, avec vous tous, hein, avec nous tous, a fait beaucoup de bêtises, est obligée de revenir en arrière, je pense, sur un certain nombre de sujets. Et tout ça va finalement nous rapprocher de Pierre Rabhi, dont la solution, il le dit aussi lui-même d'ailleurs, n'est pas généralisable. Avoir sa ferme dans son petit coin, quelques hectares, à l'heure où on va vers 7 milliards de population sur la planète, c'est plus pensable. Donc, des deux côtés, je pense qu'on a à chercher beaucoup de choses pour trouver la solution. L'enjeu, il le dit très bien, c'est de dessiner une utopie qui soit quelque part raisonnable. Venons-en à notre thème, la santé des patrons. Nous sommes aujourd'hui 12 ans après cet AVC qui t'a frappé. Tu as appris beaucoup de cette épreuve, elle t'a changé. Elle n'a pas fait de toi un homme nouveau, mais elle a fait de toi un homme autre, peut-être. Qu'y a-t-il de plus humain aujourd'hui en toi? Et je me souviens qu'à plusieurs reprises, tu m'as confié quelque part que tu avais envie de remercier la maladie, tu as envie de remercier cette épreuve. Ça peut nous sembler difficilement audible, mais j'aimerais bien que tu nous expliques ça. Oui, bon, d'abord, je ne la remercie pas quand même, hein, parce que j'avais réussi à atteindre le Graal d'un industriel qui est être patron d'une boîte automobile. Donc j'ai vécu un moment merveilleux, hein, merveilleux comme patron de PSA, où j'ai d'ailleurs fait des choses assez écologiques. Le lancement d'un tout petit moteur qui consomme beaucoup moins, qui équipe aujourd'hui toutes les 206, toutes les petites bagnoles de PSA, et puis enfin, des choses de ce genre-là, quoi. Et d'avoir une équipe formidable qui gérait 200 000 personnes, qui les gérait bien sûr de façon géniale, hein, c'est clair. Bon, malgré tout, ça a été un choc. Et après 2-3 ans quand même, ou 3-4 ans même de difficultés pour recommencer à vous parler comme je vous parle à peu près aujourd'hui, à écrire, à compter. Pendant cette période-là, et ensuite, j'ai d'abord appris à écouter, ce que je faisais, bien sûr. Tout patron écoute tous ses collaborateurs, mais enfin moyennement, quoi. Et je devais passer 1 ou 2% de mon temps à écouter sérieusement les gens qui avaient des choses à me dire. Aujourd'hui, je pense savoir beaucoup mieux écouter. Je pense et y prendre beaucoup plus de plaisir. Même si, bon, quand vous écoutez les gens, vous entendez pas mal de conneries, hein, mais il y a aussi des choses intelligentes. Donc, avoir réussi à découvrir ça, c'est quelque chose de fondamental. L'autre point où je pense avoir beaucoup progressé, mais là aussi je dis ça avec beaucoup de prudence, parce que si je me retrouvais demain patron de PSA ou quelque chose d'équivalent, est-ce que je retomberais pas dans le même risque? C'est le temps. J'ai découvert la richesse du temps. Le temps qu'on peut donner, le temps qu'on passe avec les amis, avec les gens que vous aimez, j'ai redécouvert ce temps pour les amis, pour la famille, et je crois que pour rien au monde, je laisserai tomber. Je reperdrai tout ce que j'ai regagné grâce à la maladie. C'est un temps généreux. On est loin du temps de l'entreprise, du temps du dirigeant, qui est un temps pour produire, qui est un temps pour être rentable, qui est un temps pour aller encore plus vite, qui est un temps pour essorer aussi. C'est vraiment une autre valeur du temps que tu as apprise. Ah, je ne suis pas d'accord. Le temps du patron de grande entreprise est très très généreux. Pas pour les mêmes. Pas pour les mêmes. C'est-à-dire que lorsque j'étais patron de PSA Peugeot Citroën, bien sûr, j'ai laissé tomber, pour ce qui est du temps, pas tomber réellement, mais ma famille, mes amis, j'avais pas de temps pour eux. Parce que je donnais
mais je donnais tout le temps que j'avais aux 200 000 personnes que j'avais à diriger. Donc... la finalité de ce temps était peut-être contestable. Aujourd'hui, rétroactivement... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Je ne remets pas du tout en cause le fait que dans notre société, on a trouvé ce que c'est on a transformé le cheval en cheval vapeur. Ça nous permet à tous de vivre différemment, ça nous permet à tous d'avancer. Et les gens qui contribuent à ça, qui vous inventent tous les jours des voitures différentes, des voitures moins consommatrices, des voitures qui s'adaptent. Non, ça reste quelque chose de fantastique pour moi. Ça reste. J'arrive pas à renier tout ça, quoi. Je n'ai aucune raison de le faire, d'ailleurs. Mardi, dans cette même salle, nous étions avec Boris Cyrulnik, nous parlions notamment de résilience et nous parlions aussi de la santé des chefs d'entreprise en évoquant justement cette rencontre que nous allions avoir ce matin. La résilience, la capacité de se reconstruire tient entre autres à deux facteurs. Le capital affectif qu'on a pu accumuler et sur lequel on peut se reposer au moment où on doit se redresser, et puis les tuteurs. Quels ont été tes tuteurs? Est-ce que la communauté des chefs d'entreprise a été solidaire? Est-ce que tu as pu compter sur elle? Comment justement tu analyses rétroactivement ce processus de redressement, de reconstruction? Alors pour ce qui est des gens sur lesquels vous pouvez compter, je pense que la plupart d'entre vous s'en est déjà rendu compte. Lorsque vous avez un pépin majeur, vous perdez 90% de vos amis. Alors c'est particulièrement vrai lorsque vous êtes patron de PSA Peugeot Citroën, vous avez beaucoup d'amis qui tiennent à vous comme c'est... Voilà, et ceux-là, du jour au lendemain, vous les avez perdus. Ceux-là, je les ai perdus définitivement. Mais j'en ai conservé un peu comme... à vous tous, il est arrivé quelque chose de ce genre-là, je pense, comme vous les conservez aujourd'hui, et les quelques amis sûrs, les quelques gens proches sont devenus encore plus proches et encore plus solides. Enfin, donc ça, c'est une remarque assez générale qui je pense, dépasse... du coup, j'ai oublié ta question. En tout cas, il y a une renaissance. Je parlais du capital affectif, je parlais des tuteurs, et finalement, il y a une renaissance grâce à laquelle tu as découvert aussi de nouvelles choses, d'abord sur toi-même, bien évidemment, et puis peut-être dans ces nouvelles amitiés, dans ces nouvelles relations. Oui, parmi les grands patrons qui étaient, on est tous amis les uns les autres, hein, j'en ai conservé quelques-uns qui ont été très très attentifs, qui m'ont énormément aidé à sortir du trou dans lequel j'étais tombé. Et il y en a un par exemple qui, chaque fois que je lui ai demandé de prendre une heure pour moi pour m'aider à me retrouver un peu, c'est Carlos Ghosn par exemple, qui reste un ami. Et justement, Christian, on peut le dire, tu es peut-être l'un des derniers à l'avoir eu au téléphone. C'était le 24 décembre, et il était encore à Tokyo. L'un des derniers à l'avoir eu au téléphone avant qu'il ne s'échappe du Japon. Indépendamment de cela, ce qu'il vit, quelque part, te ramène. Est-ce que ça te ramène à ce que peut être un contexte assez aussi effroyable de tension, de stress, de pression, d'indicible, de peur, que toi, justement, tu as pu éprouver au moment de ton AVC. Et je rappelle, ton AVC, ce n'est peut-être pas fortuit, est survenu au moment où il y avait la crise de 2008. Oui, en plein milieu de la crise, oui. En plein milieu de la crise... J'ai pas eu le sentiment d'être sorti ou d'avoir... Non, lorsque je me suis réveillé, lorsque j'ai réussi à réfléchir à peu près correctement, je me suis remis, j'ai compris d'abord qu'il fallait énormément travailler pour sortir de la situation dans laquelle j'étais. J'ai d'abord espéré qu'en 3 mois ce serait fait. Ça, c'est les vieux réflexes.
les vieux réflexes que j'avais de patron, bon, je me suis dit, comme j'aurais dit à un collaborateur, allez, on y va, et puis on en sort rapidement. J'ai eu l'impression, au bout de 3 mois, que ça allait beaucoup mieux. Il n'y a que moi qui avais cette impression, parce que je me disais tous les jours que ça allait mieux. Et les Peugeot m'ont permis, ça a été une erreur commune, hein, parce que bon, Thierry Peugeot, je m'en souviens très bien, m'a demandé est-ce que vous vous sentez, si vous vous sentez capable de recommencer, on y va. Et je lui ai dit oui, bien sûr, ce qui était une erreur. J'ai fait ça pendant 3 mois. J'ai raconté, je pense, pas mal de bêtises à mes collaborateurs à ce moment-là, et ainsi de suite. Et à un moment donné, le conseil d'administration a décidé de me sortir malgré tout. Ce que je comprends parfaitement aujourd'hui et qui est... On parlait de la reconstruction. On parlait justement de la reconstruction et de la Renaissance. Ouais. Il y a un trait quand même un trait très commun aux grands chefs d'entreprise, mais aussi aux petits chefs d'entreprise. C'est le sentiment d'invulnérabilité, d'invincibilité, qui est mêlé d'éros aussi, qui est mêlé... Voilà. Lorsque l'on chute aussi brutalement, forcément... Je me sens toujours invulnérable. Pour essayer de te répondre, c'est quelque chose qui est pas lié, je pense d'ailleurs, enfin, si, en tout cas, dont l'origine n'est pas d'avoir été patron. Je me suis toujours un peu senti invulnérable, voilà. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Et le petit chouïa de maladie que j'ai eu pendant quelques temps, là, 3-4 ans, bon, voilà, c'est passé, et puis ça va bien maintenant. Enfin, bon, je fais quand même attention. Les médecins m'ont dit qu'il fallait dormir, donc je dors. Puis je prends un petit peu d'aspro tous les jours, et puis voilà, mais je continue à me sentir invulnérable. C'est peut-être une caractéristique qui est commune à pas mal de patrons, parce que c'est une manière également de résister contre tout ce qui vous envahit tous les jours, tout ce qui vous pèse sur le dos tous les jours. Si on ne se sent pas plus fort, tellement plus fort que tout ça... certes, mais les patrons se sentent invulnérables par eux-mêmes. Ils le décident, mais c'est aussi l'entourage qui les somme d'être invulnérables, d'être invincibles. Quand j'ai l'entourage, ce sont les salariés, indirectement, ce sont surtout les banquiers, c'est l'environnement, c'est le marché boursier, lorsque comme PSA, on est une entreprise cotée, les analystes financiers, tout cet écosystème, en fait, tous ces stakeholders qui sont autour du patron et qui le somment, qui l'obligent quelque part, même involontairement, même de manière subliminale, à être invincible. Ça, oui, tout à fait. On n'a pas le droit d'être malade. Hein. Voilà. C'est ce qui rend d'ailleurs le sujet tabou. Je me souviens, je le cite, de ce que me rapportait Jean-Dominique Sénard. C'était quelques semaines avant qu'il prenne la présidence de Renault. Personne n'imagine que le patron ne soit plus en mesure d'exercer ses responsabilités. Oui, ça, c'est une pression qui est énorme. Oui, c'est à la fois une pression énorme et puis une constatation. Parce que, bien sûr, vous avez des adjoints, bien sûr, vous avez des gens qui peuvent, pendant un moment, vous remplacer, mais pas réellement. Enfin, et il est clair qu'on ne peut pas être malade en dehors d'avoir un rhume de cerveau lorsqu'on est patron d'un grand groupe industriel. C'est pas possible. Ça met le groupe à risque. Ça met, d'ailleurs, je suis à la fois... Je les remercie encore aujourd'hui et je suis étonné par le fait que les Peugeot aient pris la décision de me faire continuer pendant 3 mois, alors que je pense que j'ai fait courir un risque au groupe PSA à l'heure actuelle, à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit, lorsqu'on est patron, d'être malade. Et à ce moment-là, il faut immédiatement le dire, quoi. Lorsqu'on a conscience, bon, ce n'était pas mon cas, mais lorsqu'on a conscience de ne pas être en possession de ses moyens, il faut le dire au conseil d'administration. C'est une des règles du jeu, je pense. Et le conseil d'administration doit en tirer les conséquences. En fait, le problème, c'est de gérer la tension entre l'intérêt personnel ou la conviction personnelle et l'intérêt général de l'entreprise. Tout à fait. Ce que moi-même, j'avais géré dans un premier temps de façon un peu limite, en disant oui, tout va bien, vous allez voir, vous allez me voir à l'œuvre comme je l'étais pendant les 3 ans qui ont précédé, alors que c'était pas tout à fait vrai. Et je pense que, bon, il y a bien sûr une autre idée de soi-même qu'on se fait toujours, ce que vous faites vous aussi, ce que se fait un patron lorsqu'il est patron, et qui
qui vous fait tricher par rapport à la réalité, et puis le fait que quand vous avez un job aussi fantastique que celui de patron de PSA Peugeot Citroën, jusqu'à ce qu'on arrive au moment à ce que vous le lâchiez, il faut beaucoup de force, quoi. Il faut beaucoup de... Imaginons qu'aujourd'hui PSA te propose de nouveau la présidence de ce groupe ou un autre grand groupe industriel. Quel nouveau patron... C'est pas imaginable. Je sais. Mais quel nouveau patron... À 65 ans, bon, voilà. C'est difficile en tout cas. Mais je veux bien. Allez, je veux bien. On joue le jeu. Quel type de patron penses-tu que tu serais aujourd'hui? C'est-à-dire des enseignements que tu as tirés de ton expérience, ce rapport au temps, ce rapport à l'écoute et tout le reste. Que penses-tu possible d'intégrer aujourd'hui dans l'exercice d'une telle responsabilité, sachant aussi que le monde a changé, le monde de l'entreprise, le monde de la finance a changé en 12 ans, que les pressions sont peut-être encore plus élevées qu'elles pouvaient l'être à l'époque. Comment penses-tu rendre conciliable tout cela? Alors, j'étais génial, bien sûr, mais je le serai encore plus aujourd'hui, hein, c'est clair. Non, ce que j'essaierai de faire la chose suivante. En gros, j'essaierai non pas de prévoir, comme je le faisais à l'époque, à raison d'un quart d'heure ou de 20 minutes par séquence, 12 heures par jour. J'essaierai d'en prévoir 6. Et au bout de 6 heures, je considérerai que la journée que j'ai prévue avec ma secrétaire et tout ça est terminée. Et à ce moment-là, d'avoir le temps de simplement écouter, voir les gens de l'entreprise. Je faisais déjà ça, c'est-à-dire que j'avais une habitude qui date depuis très longtemps, enfin qui date de très longtemps. Lorsque j'étais à Saint-Gobain, j'ai été élevé comme ça, entre guillemets. Je passais une demi-journée par semaine dans les usines à aller voir comment on faisait les voitures, et les gens qui les faisaient, et à serrer quelques louches, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose. Mais au-delà de ça, l'écoute que j'avais des gens qui m'entouraient était trop faible. Et ça, c'est un point que j'améliorerai énormément. Pour le reste, bon, comme je le disais, mes plans étaient géniaux, donc ça irait bien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'au niveau de l'écoute et du temps passé avec les gens que je dirige, aujourd'hui, ce serait différent. Alors, ce serait compliqué, hein. Oui. Parce que le temps, voilà, il n'est pas infini, et ça m'amènerait d'ailleurs, je pense, à laisser un peu plus de temps aux décisions à prendre, à admettre que la vitesse d'avancement de la société serait un peu plus faible. C'est simplement une chose à admettre intellectuellement, parce qu'en réalité, je pense qu'elle ne serait pas plus faible. C'est pas parce qu'on prend plus de décisions à la minute que les décisions avancent plus vite, hein. Tu m'as dit un jour, je l'admets, et tu es un homme extrêmement, vraiment honnête, et tu l'as dit justement avec cette intégrité qui te caractérise, tu me disais, oui, j'étais un dirigeant dur, mais c'est le lot de tout patron. Ça veut dire, et c'est quelque part grave, ça signifierait qu'on ne peut pas être un patron, je dirais pas doux, mais on ne peut pas être autrement que dur lorsqu'on dirige une entreprise. Comment après s'étonner que l'entreprise soit aussi un terrain de mal-être, un terrain de tension, un terrain de burn-out, on le sait aujourd'hui, ou de bore-out d'ailleurs, en tout cas d'organisation du travail, qui ne sont pas toujours dans le sens et dans l'intérêt des salariés. Alors une fois de plus, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, dans le sens où être dur, c'est simplement parce que quand vous êtes patron, toutes les décisions qui sont faciles à prendre ont déjà été prises. Et les décisions qui vous restent sont les décisions les plus difficiles, les plus dures. Il y a bien sûr les questions sociales, comme en 2008, où on arrêtait les usines les unes après les autres parce que on ne vendait plus de voitures, ainsi de suite. Enfin, j'ai ces souvenirs-là en tête. J'avais les décisions à prendre de combien de temps on allait arrêter telle usine, qu'est-ce qu'on allait faire de nos stocks, et donc de la quantité de travail nécessaire, et donc de l'emploi de PSA, et tout ça. Parmi les 10 000 décisions qui sont prises chaque jour dans une entreprise comme PSA, il y en avait une ou deux qui me revenaient, et c'était des décisions pas faciles, quoi. Donc face à ces décisions-là, pour les prendre correctement, il faut se durcir, il faut
se mettre en position de les prendre intelligemment pour l'avenir de la société, quoi. Ça, c'est une première partie de la réponse. J'ai oublié. Donc c'était le point sur lequel je n'étais pas d'accord. C'est-à-dire que je n'ai pas changé, je ne suis pas devenu plus dur parce que j'étais... je ne sais pas si je suis plus dur ou moins dur que quelqu'un d'autre, mais le métier de patron, c'est un métier qui demande... Enfin, qui est très dur. À côté de ça, ça n'empêche pas d'être humain, quoi. Ça n'empêche pas d'être... Bon, tu attaques un peu avec ta remarque le patron moyen standard aujourd'hui qui ne regarde pas les gens avec qui il travaille. Je pense que ce sont deux choses qui sont assez différentes, quoi. Enfin, lorsque tu étais aux commandes de PSA, tu es un homme et tu es un patron. Et donc, nécessairement, les valeurs de l'homme et les valeurs du patron n'étaient pas toujours en cohérence. C'est ce qui est normal. Est-ce que cette dissymétrie a pu participer à ta fragilisation? C'est-à-dire d'être parfois dans une dichotomie entre ces valeurs d'homme et la nécessité d'appliquer des responsabilités qui te mettaient en contradiction avec tes convictions d'homme. Est-ce que ça peut participer à cette vulnérabilité? Alors, une fois de plus, je ne suis pas d'accord. C'est marrant. D'habitude, je suis beaucoup plus d'accord avec toi. Non, je ne vois pas de dichotomie entre les valeurs qui m'animent et les valeurs que j'appliquais lorsque j'étais patron. Non, je pense au contraire avoir, à peu près, essayé tout au long de ma vie d'appliquer toujours les valeurs qui sont celles qu'on m'a enseignées d'ailleurs quand j'étais môme, qui sont bien restées, dont je ne sais pas si sont les meilleures, mais enfin qui sont excellentes. Parfois, lorsqu'on est patron, mais parfois, lorsqu'on est patron, et c'est normal, et c'est malheureusement aussi le lot de tout patron, on doit prendre des décisions très dures sur un plan humain. Difficile, mais on peut les prendre en fonction des valeurs qu'on a. Enfin, je n'ai jamais senti de contradiction entre les valeurs qu'on m'a inculquées quand j'étais môme, mais auxquelles je suis fidèle aujourd'hui, et le fait d'avoir des décisions difficiles à prendre. Non, la forme que prend une décision peut permettre justement d'atténuer les effets du fond de la décision. Ça, c'est vrai. Et bien sûr, j'ai toujours fait ça parfaitement. Ta relation au pouvoir, quelle était-elle? Quels enseignements en tires-tu également? Parce que c'est un mot qui est clé, lorsqu'on est un chef d'entreprise, l'exercice du pouvoir, qui est noble aussi. Le pouvoir, ce n'est pas que sombre, absolument pas, mais c'est aussi un éventail de sentiments, un éventail de réalités. Comment tu l'as vécu, cette expérience du pouvoir? Alors, là aussi, je pense que je vais vous faire rire. Enfin, j'en sais rien. J'espère que non. Mais c'est quelque chose, je vais vous dire quelque chose que je crois profondément, auquel j'ai beaucoup réfléchi. Je ne crois pas que le pouvoir ou la soif de pouvoir ne m'ait jamais motivé. C'est pas ce que j'ai cherché, c'est pas ce que j'ai... Il n'y a aucun moment où je me souviens de m'être battu pour le pouvoir. Enfin, c'est pas moi, quoi. Par contre, les responsabilités, là, c'est autre chose. Responsabilité, j'en ai cherché, j'en ai eu par-dessus la tête, et j'étais très heureux avec ces responsabilités. Je suis très heureux d'avoir réussi à prendre plus de responsabilités que la moyenne, à être chargé de décisions difficiles. Là, ça me parle. Mais le pouvoir, c'est quelque chose qui... C'est peut-être ce qui me rapproche de Rabbi, tiens. On en reparlera. Ouais. Cette exposition personnelle... Alors, il est possible que je sois un cas relativement particulier. J'en sais rien. Je connais bien sûr pas mal de grands patrons et puis des politiques aussi. Il y en a qui ont le même genre de réaction que moi par rapport au pouvoir. Ils sont assez rares quand même, je pense. D'avoir subi un tel drame dans ta santé, dans ton corps, t'a fait-il porter après un regard différent, je dirais pas un nouveau regard parce que tu étais déjà sensible à la cause de la santé des salariés, mais est-ce que ça t'a fait évoluer quand même dans cette considération et cette approche, et aussi de la responsabilité de l'entreprise à l'égard justement de ses salariés? Oui, honnêtement, j'y étais sensible, mais
de façon assez technocratique, entre guillemets, c'est-à-dire que, bon, par exemple, les accidents du travail, c'est quelque chose qui, pour des raisons personnelles aussi, m'ont toujours énormément travaillé, entre guillemets, m'ont énormément motivé. Lorsque j'étais à Saint-Gobain, dans les 10 dernières années, et surtout dans les 2 dernières années, lorsque j'étais le patron opérationnel de Saint-Gobain, j'ai fait baisser le taux d'accident de façon étonnante. Donc c'est une chose qui m'a beaucoup travaillé tout au long de ma carrière, de faire en sorte de permettre aux gens qui travaillent de ne pas en souffrir, quoi. Au-delà de ça, la maladie, pour être honnête, j'ai toujours une distance par rapport à ça. Et la distance c'est réduite grâce au pépin que j'ai eu. Aujourd'hui, je pense que je serai beaucoup plus attentif et je ferai en sorte que la société dont j'ai la responsabilité embauche plus de gens qui sont malades ou qui ont des maladies ou des accidents. Des accidents, enfin ouais, je pense que j'y serai plus attentif. Il y a d'ailleurs un exemple que je vais vous raconter qui date de la période où j'ai été à nouveau pendant 3 mois patron de PSA Peugeot Citroën. L'orthophoniste qui s'occupait de moi m'a demandé si je pouvais embaucher un gars qui avait eu un AVC, beaucoup plus grave que le mien d'ailleurs, et je l'ai fait. Bon, c'est une chose que je trouve a posteriori merveilleuse, c'est pas parce que je l'ai faite, hein, ce gars-là est revenu, il était très gravement atteint, il est revenu au bureau d'études, entouré d'une dizaine de gars dont j'ai appris d'ailleurs depuis, qui font équipe avec lui de façon merveilleuse, enfin que ça a soudé une équipe autour de lui. Donc non seulement il arrive à travailler pour, je sais pas, 30-40% de la quantité de travail que fournissent ses collègues, et il s'est marié et il a eu 2 enfants. Enfin voilà, c'est des choses merveilleuses comme ça auxquelles je n'aurais pas été sensible avant. Aujourd'hui, j'ai fait un petit progrès. Est-ce que pour autant, tu portes aujourd'hui sur le thème de la fragilité, le thème de la faiblesse, de la vulnérabilité, un autre regard? C'est différent d'être frappé par la maladie, mais est-ce que sur la fragilité, tu portes un... Oui, j'essaye. J'ai du mal parce que pour être honnête avec vous, la maladie est quelque chose que je repousse, que j'ai du mal à accepter la situation. Bon, il y a des questions familiales là-dedans, peut-être, j'en sais rien. Mais j'ai toujours beaucoup de mal. On progresse lentement. Peut-être que dans 80 ans... Tu accompagnes de jeunes entrepreneurs. D'abord, leur parles-tu, ils connaissent bien sûr ta situation, mais leur parles-tu des enseignements que tu as retirés de cette épreuve? Sont-ils à l'écoute? Les sens-tu différents de ta génération, de la mienne, des générations qui les précèdent? Ou est-ce que finalement, ce rapport à la santé au travail n'a peut-être pas autant évolué qu'on peut l'imaginer? Alors, pour les jeunes entrepreneurs dont je m'occupe, la réponse, elle est clairement non. Ils sont encore plus fadas que je l'étais, ils travaillent comme des fous, ils sont jamais malades. Enfin voilà, c'est très difficile de les calmer. C'est-à-dire, je passe mon temps à leur dire, attends, on va pas prendre 10 décisions à la minute, on va en prendre une seule, on va laisser les autres pour demain. C'est pas en ayant l'impression de perdre un peu de temps que tu le perds réellement, tu vas en gagner, et ainsi de suite. Tout ça, ça rentre, mais assez difficilement et assez lentement. Maintenant, je pense que c'est une partie toute petite de la population, parce que les gens qui réellement se lancent dans la création de sociétés, bon, il s'agit de sociétés industrielles ou bien de services assez importantes que je guide, enfin des gens qui ont des ambitions colossales, quoi, qui sont... Et je pense que dans la population en général, tu as raison quand même. Tu as raison quand même, c'est-à-dire que
Il est beaucoup dit quand même que cette jeunesse est en quête d'un sens aujourd'hui, notamment dans le cadre, dans l'environnement du travail, qui peut l'amener à adopter un équilibre différent, justement. Alors, dans le cas des jeunes dont je m'occupe, là, enfin, que j'accompagne, le sens, ils l'ont trouvé dans leur société elle-même. C'est-à-dire que il y a une bande de jeunes qui sont sortis de l'école en disant « je vais alléger les avions ». Ça a donné la société explicite qui fait des sièges ultra légers, qui économise 1 tonne par avion. Alors par rapport à la consommation des avions, c'est pas énorme, mais le fait d'alléger chaque avion d'1 tonne, c'est colossal comme impact. Comme dit Pierre Rabhi, c'est le colibri qui fait sa part. Voilà, tout à fait. Alors là, c'est un gros colibri. Et donc, ils sont sur des sujets qui sont des sujets de demain, ou en tout cas vraiment des sujets d'aujourd'hui très, très, très importants. La réduction de notre production de CO2, c'est quelque chose de colossal. J'ai une autre société qui s'occupe de voitures électriques. Enfin voilà. Les entrepreneurs d'aujourd'hui sont en moyenne des gens qui sont projetés vers la société de demain et donc qui n'ont pas du tout les mêmes moteurs que ceux que j'aurais eus si j'avais été entrepreneur à l'époque, quoi. Dernière question, on prendra peut-être une ou deux questions dans la salle. Mardi, avec Boris, on évoquait le bonheur. Il est où le bonheur? Le bonheur, il peut être en entreprise aussi. Et alors, à quelles conditions? Ah oui, je pense que le bonheur est dans l'entreprise. Il est aussi, bien sûr, parmi les vôtres, il est parmi les amis, il est d'abord ensemble. Et dans l'entreprise, on est ensemble. En tout cas, dans les bonnes entreprises, on est ensemble, on court ensemble vers un objectif. Et ça, c'est une condition qui est fondamentale. Je pense que dans mon métier de patron, il y a eu toujours 2 bonheurs. Le premier, c'est celui des décisions que vous avez à prendre tout seul dans votre coin. Et souvent, on considère que c'est quelque chose de négatif ou de trop lourd. C'est une chose que j'ai adorée, moi, d'avoir de temps en temps à me mettre 1 heure face à moi-même, à me demander toutes les conséquences d'une décision que je ne pouvais prendre que moi-même, et d'être sorti de ces moments-là avec une conviction forte et qui tenait face à tous les gens qui allaient être contre, et ainsi de suite. C'est un grand bonheur de chef d'entreprise. Bon, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et à côté de ça, il y a le fait d'animer, de faire en sorte que c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais les 200 000 personnes que j'avais à diriger croient et travaillent ensemble à un objectif qui était... Alors ça c'est quelque chose d'absolument fondamental dans l'entreprise. Et je pense que du fait de travailler ensemble à un objectif, d'être capable de montrer ensuite à la société, voilà ce qu'on a fait, c'est une partie du bonheur. Une partie du bonheur. Merci. Je m'adresse à vous. Alors malheureusement, on ne peut pas voir, on ne voit pas très bien qui... Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors madame, par exemple. Est-ce qu'on peut l'amener un micro? Merci. Bonjour à tous. Donc je reprends une phrase de Boris Cyrulnik de mardi dernier. Il disait « J'ai besoin d'un autre et d'efforts pour me sentir vivant ». Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je suis très d'accord. De toute façon, je suis toujours d'accord avec Boris Cyrulnik. Non, je vais d'abord vous répondre comme patron. Bien sûr qu'on a besoin des autres. On a besoin des autres d'une manière générale, et particulièrement comme patron. Quand vous êtes très très seul tout au sommet de votre hiérarchie, vous avez un besoin intense de 2-3 personnes à qui vous pouvez vous confier, qui vous rendent, qui vous critiquent réellement, sans... non pas de façon critique comme on l'est souvent par rapport au grand chef, hein, mais qui vous critique directement avec ce qu'il pense, avec ce qu'il croit, et ainsi de suite, et d'une équipe. Et
Non, on a toujours besoin des autres. Et je crois que, bon, je ne vais pas faire de philosophie trop large, mais enfin, l'être humain, c'est ça, quoi. L'être humain seul, c'est rien. C'est rien. Il a raison, Boris Cyrulnik, comme toujours. Monsieur, oui. Oui, j'ai été frappé par le mot invulnérabilité. Et je me demande si justement le problème du rapport qu'on a avec la planète, c'est ce sentiment d'invulnérabilité. Et est-ce qu'il ne faudrait pas le retravailler justement au niveau des dirigeants qui se sentent plus vulnérables, qu'on accepte leur vulnérabilité, qu'on accepte aussi peut-être d'autres formes de gouvernance où c'est pas un homme le patron, mais avoir des formes peut-être plus collégiales qui permettent, quand quelqu'un par exemple a des soucis de santé, que l'ensemble de l'écosystème n'en souffre pas trop. Alors, la collégialité, c'est un grand sujet. Si vous essayez de faire avancer une société industrielle ou commerciale avec une direction réellement collégiale, vous pouvez déjà mettre la clé sous la porte. Alors vous pouvez me dire que c'est une question du système qui est la concurrence, mais dans le système dans lequel on travaille aujourd'hui, avec sur chaque sujet une dizaine de concurrents, il faut avancer très vite. Il faut avancer très vite. Et les systèmes collégiaux, collégiaux, je sais pas, collégial, je pense, sont des systèmes qui avancent très lentement. Je ne sais pas si les gens qui participent à la décision sont d'ailleurs plus heureux que ceux qui ont participé à la décision, qui ne prennent pas, mais qu'un autre prend à leur place et leur renvoie. C'est une grande question que vous posez. Mais le fait qu'on soit, dans nos sociétés en tout cas, amené à faire décider par une personne les choses qui ne peuvent pas être décidées en groupe, c'est pas un hasard quand même, quoi. C'est pas un hasard quand même. On fera intervenir un jour Laurent Berger. Je le ferai débattre avec Christian. Ça promettra, je pense, un très beau débat. En tous les cas, de votre question, je retiens également quelque chose qui est important. Si les dirigeants acceptaient mieux leur vulnérabilité et si leur entourage leur permettait de mieux comprendre, accepter leur vulnérabilité, sans doute comprendraient-ils mieux que le monde est vulnérable et que donc leur rôle de dirigeant et le rôle de l'entreprise est de participer à réparer, à combler cette vulnérabilité. Oui. Non, je pense qu'on comprend. On comprend que le monde est vulnérable. Et on ne fait pas beaucoup de choses quand même. On en tient compte. On en tient compte quand même. Mais ça ne change rien aux décisions qu'on doit prendre. Enfin, il y a des... Non, je pense réellement que la collégialité va bien lorsqu'on n'est pas obligé, lorsqu'il n'y a pas de concurrence, lorsqu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que ce que vous mettez en cause avec... on peut imaginer un monde où toutes les décisions sont collégiales, où tout avance de façon... démocratique, ou bien en tout cas collégiale, et ce monde-là avancerait beaucoup moins vite. Alors, ça pourrait être très positif. Toi qui as un nouveau rapport au temps. Oui, on peut envisager, c'est tout à fait envisageable, une société comme celle-là, elle aurait pas mal d'avantages par rapport à la course infernale qu'on fait et qui coûte tous les jours un peu plus de CO2 qui ne s'arrête pas sur la planète. Mais le passage de la situation actuelle à l'autre, je ne le vois pas, honnêtement. Je le vois pas. Merci, Christian. On est obligé, malheureusement. Le temps tourne. Mille merci pour ce témoignage. Mille merci aussi pour votre écoute et vos questions. Et puis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir.